Bienvenue dans ce journal, mesdames et messieurs. Ouvrons la page de l'actualité avec cette information. Au moins 3 morts et 3 blessés, dont une fillette de 13 ans. C'est le bilan provisoire des affrontements qui ont opposé samedi soir le milice Codeco et CRP dans les environs de Djina, une entité du territoire des Djougou en Ituri. Les blessés ont été évacués dimanche matin par hélicoptère de la MONUSCO vers Bunia, où ils sont pris en charge. Suivez ces commentaires. À Djougou, la violence a de nouveau frappé samedi soir. Des affrontements ont opposé de militants de la Codeco à ceux de la CRP, plongeant la population civile dans la terreur. Bilan provisoire, 3 morts et plusieurs blessés. Parmi les victimes, une fillette de 13 ans touchée à l'épaule droite. C'est dimanche matin, un hélicoptère de la MONUSCO a évacué 3 blessés vers Bunia. L'équipe médicale marocaine de la mission a réussi à stabiliser l'état critique d'un homme âgé avant son transfert. À leur arrivée à l'aéroport, les blessés ont été immédiatement confiés aux soins de Médecins sans frontières. Dans la nuit, le casque bleu népalais, appuyé par le FARDC et la police congolaise, ont multiplié le patrouille pour protéger près de 4000 civils réfugiés autour de la base onusienne d'Ejina. La situation s'est quelque peu calmée ce dimanche, mais la population reste marquée par ces violences récurrentes qui ensanglantent les territoires de Djougou. La pêche sur le lac Édouard traverse une crise sans précédent entre le contrôle partagé de eaux par le M23 et les FARDC, le menace du groupe d'autodéfense Ouazalendo dans les territoires de Lubero et la prolifération de pratiques illicites. Le pêcheur congolais se retrouve pris en étau. Selon Josué Mukura Kambassou, secrétaire exécutif de la FECOPEIL, l'absence d'une véritable autorité de l'État expose à la fois les communautés riveraines et la survie du lac. Suivez. Juste pour parler à l'opinion nationale et internationale que le lac Édouard est vraiment en danger, puisque ces derniers temps, le lac Édouard, qui forme les moyens de subsistance d'une grande population à l'intérieur du parc national de Virunga dans les différentes pêcheries, est devenu un problème très sérieux, puisque le lac n'est pas bien protégé. Puisque vous voyez que le lac est maintenant subdivisé entre 2 ou 3 parties. Donc il y a une partie contrôlée par AFC M23 et l'autre partie contrôlée par le gouvernement congolais avec les forces loyalistes. Mais là, je voudrais souligner quelque chose, à part cette situation-là qui est à la base de la dégradation du lac Édouard, puisque vous voyez qu'il y a 2 administrations maintenant qui impacte négativement sur le lac Édouard. Maintenant, il y a un groupe de Ouazalendo qui est déployé maintenant à la côte ouest vers Kahondio, donc qui est à côté de Muramba dans le territoire de Lubero. Ils sont en train de menacer et de soutenir la pêche illicite. D'ailleurs, nos patrouilleurs de la force loyaliste, que nous appelons patrouilles mixtes, a été menacée par ces soi-disant Ouazalendo qui sont là. La vétusté des infrastructures scolaires reste un défi majeur en République démocratique du Congo, où de nombreux établissements menacent la sécurité des élèves et compromettent leur apprentissage. À Bandundu, par exemple, l'Institut Kwango illustre tragiquement cette réalité. Murs fissurés, toitures délabrées et classes en ruine plongent enseignants et enfants dans une incertitude, suscitant un appel pressant aux autorités. Suivez. C'est un cri du cœur que lancent les enseignants de l'Institut Kwango, une école conventionnée située dans la banlieue de la ville de Bandundu, dans la sous-division éponyme. Confrontés à des conditions d'enseignement déplorables, ces éducateurs tirent la sonnette d'alarme, redoutant le pire pour les élèves qui poursuivent leurs études dans des salles de classe en ruine. Le mur fissuré menace de s'écrouler à tout moment et les toitures endommagées offrent peu de protection contre les intempéries. L'origine de cette situation remonte à une violente tempête qui a frappé la région, provoquant l'effondrement de plusieurs murs de l'établissement. Déterminés à ne pas laisser les élèves sans cadre d'apprentissage, les enseignants se sont mobilisés avec le maigre moyen disponible
Ils ont cotisé pour reconstruire une partie des murs, mais les efforts communautaires atteignent aujourd'hui leurs limites. C'est à chaque année que nous sommes dérangés avec ces bâtiments. Et si ce n'est pas à nos efforts propres, avec les miettes de ces salaires que l'État nous paye, si on ne contribue pas, c'est-à-dire qu'on allait plus exister. À cette fois ici, nous demandons l'aide des ministres ou du gouvernement qu'ils viennent à l'aide à l'Institut Kwango. Face à cette situation critique, les enseignants de l'Institut Kwango lancent un appel pressant aux autorités provinciales et nationales, notamment à son Excellence Romaine Koulapa, ministre provincial de l'Éducation, ainsi qu'au prophète Hervé Mungueta et à toutes les personnes de bonne volonté pour venir en aide à cette école oubliée. Il en va non seulement de la sécurité des élèves et du personnel enseignant, mais aussi de l'avenir éducatif de toute une génération. L'Institut Kwango incarne aujourd'hui à la fois la résilience des enseignants congolais et l'urgence nécessité d'investir dans l'éducation rurale. L'intervention rapide des autorités compétentes et le soutien des partenaires pourrait non seulement sauver cette école, mais aussi redonner espoir à une communauté tout entière. À Kwilu, la chef de l'éducation des Bandundu-Ville a présenté à la presse les grandes lignes des réformes discutées récemment à Kinshasa avec la ministre nationale de tutelle Raissa Malou Dinanga. Parmi les points phares figure la numérisation de diplômes d'État et des réformes qualifiées de décisives. Elle a également exprimé son souci de voir chaque élève, y compris dans les zones rurales du Kwilu, accéder à l'éducation. C'est dans une communication officielle accordée à la presse que la chef de l'éducation au niveau provincial a partagé les grandes lignes des réformes discutées en présence de la ministre nationale des tutelles, son Excellence Raissa Malou Dinanga, à Kinshasa, la capitale. Parmi les innovations phares évoquées figure la numérisation des diplômes d'État, une réforme qui, selon Mme Koulapa, marque un tournant décisif dans la modernisation du système éducatif congolais. La ministre provinciale a également relayé la volonté du ministre national de voir tous les enfants congolais, y compris ceux vivant dans les zones les plus reculées du Kwilu, bénéficier d'un enseignement de qualité sans crainte ni discrimination. Elle a annoncé que plus de 24 lauréats de la province du Kwilu sont éligibles à la bourse d'excellence initiée par la première dame Denise Nyakero Tshisekedi. À ce sujet, Mme Koulapa a lancé un appel à la préparation rigoureuse des candidats afin de maximiser leurs chances de succès au concours de sélection, abordant les tensions persistantes entre certaines coordinations éducatives. La ministre a invité les agents en conflit à éviter les recours aux tribunaux. Concernant la situation sécuritaire dans certaines écoles affectées par les exactions de la milice Mobondo dans le secteur de Wamba, territoire de Bagata, Mme Koulapa s'est voulue rassurante. Elle a affirmé que le calme est revenu dans la région et que les activités scolaires ont repris normalement. Dans la province du Maniema, les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 31 reliant Kindu à Kasongo ont été lancés samedi dernier, 27 septembre, en présence de plusieurs autorités politico-administratives de cette province. La réhabilitation de cette artère principale vise à faciliter les échanges commerciaux et renforcer l'intégration régionale. Entendu depuis plusieurs années, le chantier de réhabilitation de la route nationale numéro 31 reliant plusieurs localités de la province du Maniema a officiellement été lancé le samedi 27 septembre dernier à 18 km de la ville de Kindu. Ces travaux, dont la durée est fixée à 6 mois, visent à améliorer la mobilité des populations, faciliter les échanges commerciaux et renforcer l'intégration territoriale. Cette démarche s'inscrit dans le cadre des développements durables et inclusifs portés par le gouvernement provincial et ses partenaires, ainsi marque une avancée significative dans la modernisation du réseau routier du Maniema et constitue une étape importante pour le désenclavement de la province. Ces travaux consistent à aménager les bourbiers qui rendent la circulation difficile, voire impossible en saison pluvieuse. Et puis le gouvernement de la République démocratique du Congo est légalement investi et contrôlé par le Parlement. Les contrôles parlementaires sont-ils rigoureux ou une simple formalité administrative?
La Constitution de la République démocratique du Congo donne le pouvoir au Parlement de légiférer et de contrôler l'exécutif. Les élus devront donc élaborer de lois et contrôler le gouvernement ainsi que les entreprises de l'État en toute objectivité et transparence. En principe, la place d'un élu, c'est au Parlement et non au gouvernement ni dans les entreprises du portefeuille comme c'est le cas en RDC. Notons aussi que le pouvoir législatif n'est pas compatible au pouvoir exécutif, c'est-à-dire qu'un élu ne peut pas œuvrer dans l'exécutif en gardant la qualité d'un élu. Dans la pratique, un candidat parlementaire doit avoir 2 suppléants dont le premier est intérimaire légitime en cas d'absence du titulaire. Il est remarqué qu'en RDC, la pépinière réservée pour choisir les ministres et les mandataires des entreprises d'État, c'est le Parlement. Cette pratique dépouille intentionnellement les parlements de ses meilleurs élus en les réduisant au silence. Les suppléants qui assurent l'intérim ne font que garder temporairement le siège considéré comme un acquis légitime du député titulaire. Pour contourner la loi sur l'incompatibilité entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, les suppléants vont faire la sentinelle du siège pendant toute la durée que son titulaire est au gouvernement. Les suppléants peuvent être remerciés à tout moment que le titulaire est disponible. Comment les suppléants peuvent-ils organiser de contrôle contre leurs autorités morales? Certains citoyens disent que le Parlement congolais est constitué en grande partie par des suppléants qui sont utilisés comme de figurants. L'opinion connaît que les élus nommés dans l'exécutif pèsent énormément sur les suppléants et orientent leurs interventions dans les plénières. Ils sont donc les vrais gardiens de siège au Parlement. Dieu seul sait comment les émoluments sont partagés entre les deux. Comment s'attendre à un contrôle parlementaire sérieux ou une complicité à outrance est légalement établie? Comment sauver la RDC de ces systèmes ourdis pour non seulement enrichir certains au détriment de la nation, mais aussi étouffer toute initiative de contrôle parlementaire sérieux? L'on dirait que le conflit d'intérêts du pouvoir législatif risque de pérenniser cette pratique ignoble. Il est tout à fait normal que les élus siègent au Parlement car ils ont été élus pour cette mission. N'est-il pas important d'interdire catégoriquement la nomination des élus dans l'exécutif? En RDC, certaines dispositions légales autorisent à un citoyen d'être élu député provincial, député national, sénateur et gouverneur. Un tel citoyen sera aussi nommé ministre. En principe, ces citoyens ont des garde-fous à tous les niveaux. Le contrôle parlementaire serait piégé par de lois votées par les députés et au profit d'eux. Il y a lieu de demander aux garants de la nation de délier la République en signant des ordonnances par lesquelles les élus devront siéger seulement au Parlement sans aucune exception. Le pouvoir exécutif devrait être assumé seulement par les non-élus et donner ainsi tout pouvoir au Parlement de bien jouer son rôle. La révision constitutionnelle s'impose actuellement afin de doter la République démocratique du Congo d'une constitution cohérente pour le bien de la nation tout entière. Dans le sillage de la campagne pour la reconnaissance internationale du génocide congolais menée par le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, des élus nationaux et provinciaux ont lancé une pétition visant à concrétiser la démarche présidentielle. L'objectif est de mobiliser l'opinion publique congolaise autour de cette cause. Mon intervention, je le fais aujourd'hui au nom des millions des voix étouffées des Congolais, des voix réduites au silence par la terreur, le viol, la mort, des voix qui hantent les collines du Kivu, les forêts de l'Ituri et le sable du Katanga. Le silence de la communauté internationale face au génocide congolais est une tâche
sur la conscience collective de l'humanité. Alors que le rapport Mapping de 2010 a documenté avec une précision glaçante les atrocités les plus abjectes, des crimes contre l'humanité et des actes qui relèvent peut-être du crime des crimes, le génocide. La République démocratique du Congo vit un chapitre sombre, prolongé de l'histoire humaine. Depuis 3 décennies, sur son sol, nous vivons ce que nous appelons aujourd'hui le génocauste. Un génocide à bas bruit, motivé par l'appât du gain et la rapacité pour nos ressources stratégiques minières. Le coût humain est astronomique. Plus de 10 millions de morts et 10 millions de déplacés. Il faut retenir qu'il y a eu 500 000 victimes identifiées aujourd'hui par le FONAREV qui est en train d'abattre un travail accru. Et ces victimes ont été identifiées en vue de participer au processus de réparation. Poursuivons dans ce journal, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Guillaume Nguefa, a suspendu l'octroi de certains documents administratifs du ressort de son ministère. Il s'agit notamment de permis de culte dans des églises, de certificats de nationalité et actes de personnalité juridique. Le Quinois réagissent devant le micro de Nadine Meno et Babi Maïtoka. Guillaume Nguefa, alors ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a tapé le poing sur la table concernant la délivrance des permis de culte, le certificat de nationalité, les actes de personnalité juridique et tous les documents du ressort du ministère de la Justice. C'est d'une manière forte qu'il a montré son désaccord et a suspendu pour une durée de 5 semaines cet octroi afin de restaurer la transparence et la crédibilité de service, une décision qui fait réagir les Congolais dans ce sens. Et moi en tout cas je suis pour, dans un premier temps. Pourquoi? Parce qu'il y a eu en tout cas vraiment du bazar, vraiment du désordre. Malheureusement, dans notre pays, on ne sait plus qui est Congolais. Et chaque personne qui se pointe pour recevoir ces documents-là, sans pour autant vérifier les origines, et on lui attribue ces documents-là. Moi, personnellement, en tant que jeune, je ne loue pas la corruption parce que ce ne sont pas de bonnes valeurs qui ne fera pas avancer notre pays. Mais par rapport à la décision de notre ministre, c'est bien en tout cas, c'est bien parce que ça permet à ce qu'il y ait de l'ordre dans ces domaines-là, que la corruption puisse diminuer. Prenons les cas de ceux qui doivent avoir ces documents, par exemple. Ces personnes qui ont le droit d'avoir ces documents. Quand vous interdisez qu'on ne puisse plus délivrer ces documents, alors ceux qui en ont besoin, ceux qui ont le droit d'avoir ça. Donc il faudrait simplement mettre de l'ordre, vérifier. Si par exemple quelqu'un vient prendre un document pour s'enregistrer en tant que pasteur, il faudrait vérifier si réellement l'église existe. Et le ministre, pour moi, il va si vite. Il devait d'abord comprendre pourquoi son prédécesseur avait pris ces décisions-là. Et puis agir aussi en retour. Je sais qu'il y a beaucoup de ministres qui sont succédés. Et ce pays a toujours été critiqué. Il y a des étrangers. Même au moment de vote, il y a ceux-là qui votent, il y a ceux-là qui achètent des nationalités par-ci, par-là. Le patron de la justice a observé un problème sérieux dans le processus d'obtention de ces documents administratifs judiciaires en République démocratique du Congo, chose qui entraîne le blocage, retard ou des irrégularités graves. Il veut cependant proscrire ces pratiques inacceptables qui entachent la délivrance de ces documents, souvent avec la naissance des différents réseaux parallèles qu'il faut démanteler. Depuis, c'est lundi 29 septembre de déploiement de militaires de forces armées de la République démocratique du Congo aux côtés de la police de circulation routière à Kinshasa pour appuyer la régulation de la circulation routière. Cette décision fait suite aux instructions du président de la République issues du Conseil de ministres visant à fluidifier la circulation suivie.
C'est en vue de lutter efficacement contre les embouteillages monstres qui paralysent la capitale que depuis ce lundi 29 septembre 2025, un nombre important de militaires de forces armées de la République aux côtes de la police des circulations routières pour réguler la circulation routière à travers la capitale. L'annonce de cette mesure a été faite lors de la 60e réunion du Conseil de ministres tenue vendredi 26 septembre où le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a présidé d'ailleurs l'avancement des préparatifs. Il s'y est de rappeler aussi que les renforcements des effectifs de la PCR par les éléments FARDC visent à mettre fin au chaos routier quotidien. Ces problèmes de mobilité urbaine qui est l'une des préoccupations majeures des autorités impactant l'activité économique et la qualité de vie des Quinois. Aussi, ces déploiements massifs des unités mixtes FARDC police vient concrétiser la volonté politique du chef de l'État qui tient à tout prix à s'attaquer de manière musclée au dysfonctionnement de la régulation routière à travers la capitale. Et terminons avec cette page sanitaire. Chaque bâtiment compte. À 40 ans, le cœur prend un tournant. À l'occasion de la journée mondiale de la maladie cardiovasculaire, le docteur Bantolevi rappelle que la prévention et l'écoute du corps sont cruciales pour agir avant qu'il ne soit trop tard. Cette année 2025, placée sous le thème de la prévention, souligne l'importance d'une surveillance cardiaque renforcée. Alors aujourd'hui, comme chaque 29 septembre, on célèbre la journée mondiale du cœur, autrement appelée journée mondiale des maladies cardiovasculaires. Et nous voudrions profiter de cette occasion pour sensibiliser sur les maladies cardiovasculaires dans notre région. Par les maladies cardiovasculaires incluent notamment l'hypertension artérielle, l'infarctus du myocarde, mais aussi les accidents vasculaires cérébraux AVC. Par rapport à la prévalence, les dernières statistiques à notre disposition montrent qu'environ 30% de la population RD congolaise est touchée par les maladies cardiovasculaires avec l'hypertension artérielle en tête. Et au niveau de la province du Nord Kivu, c'est environ 20% de la population du Nord Kivu qui est concernée par les maladies cardiovasculaires, toujours avec l'hypertension artérielle en tête. Alors, pour prévenir les maladies cardiovasculaires, on doit agir sur les habitudes et les facteurs de risque. Parmi les facteurs de risque, il y a d'abord l'âge. Il a été démontré qu'à partir de 35 ans et au-delà, on est plus exposé à commencer à développer ces maladies cardiovasculaires. Il y a aussi l'obésité, surtout l'obésité abdominale. Maintenant, comment prévenir les maladies cardiovasculaires? Il faut d'abord agir au niveau des habitudes alimentaires. Il faut agir au niveau des habitudes alimentaires, au niveau de l'activité physique et du mode de vie. Sur les habitudes alimentaires, nous conseillons de consommer moins de sel, moins de sucre et moins de graisses saturées. Par graisses saturées, nous voyons l'huile de palme, les fritures, la charcuterie et les fast-foods. À la place, nous encourageons de consommer les bonnes graisses, comme l'huile d'olive, le poisson, l'avocat et les noix. Nous encourageons aussi de manger beaucoup de fruits, des légumes et des légumineuses, mais aussi les céréales. Quant à l'exercice physique, il faut éviter la sédentarité. Et pour cela, il est conseillé de faire au moins 30 minutes d'activité modérée par jour. Par exemple, une marche rapide, une course à vélo, une danse ou un sport. Et voici, c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs, réalisé par Babi Maïtouka, Maurice Molila, à toute l'équipe rédactionnelle de Michapiris Télévision. Coup des chapeaux à vous et à vous tous qui nous suivez de partout. Portez-vous bien et bonne santé chez vous.